Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de la chaîne YouTube qui va porter sur le Meta Report numéro 4. Alors pour le coup c'est bizarre de faire une première vidéo pour un Meta Report numéro 4, mais pour ceux qui ont suivi un petit peu mon contenu déjà sur la chaîne des Alter Aces, c'est un Meta Report qu'on avait déjà fait donc 3 fois sur le premier set, le set de base d'Alter TCG. Et donc c'est un Meta Report qu'on va renouveler maintenant que ce nouveau set, le set de Trial by Frost, est sorti. Ça fait maintenant à peu près 2 semaines qu'on a des premières compétitions sur le jeu. Et donc on peut avoir une première idée de ce que la méta va nous offrir sur ce début de set. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu en quoi consiste ce Meta Report pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis après, on rentrera dans le dur du sujet avec une présentation des différents items qu'on a l'habitude de voir dans ce Meta Report. Donc voilà, aujourd'hui vous voyez cette vidéo parce que j'ai décidé de changer un petit peu la façon dont j'allais sortir les Meta Reports. D'habitude, je les présentais en stream, donc sur mon stream du lundi, des analyses sur la chaîne des Alter Aces. Mais le lundi, c'est une journée particulière puisque c'est le plus gros tournoi de la semaine sur Board Game Arena, parce que c'est la WOL donc, du lundi pour les Européens. Et donc j'ai décidé de participer à ces tournois pour vivre un petit peu de mon côté aussi ces tournois et d'avoir des avis un petit peu plus subjectifs à vous proposer sur les tournois, sur la méta de ces tournois, un petit peu de l'intérieur. Et donc ce format du report sortira à côté en format YouTube. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de mettre à disposition ces formats de report de la méta sur une plateforme, que ce soit podcast, YouTube. Donc j'ai décidé que ce serait YouTube sur ma chaîne perso, parce que pour l'instant on n'a pas de chaîne avec les Alter Aces. Mais voilà, donc vous aurez le plaisir de retrouver ce report sur ma chaîne, en tout cas pour le moment. Et puis voilà, du coup, on est parti. Donc, petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas de ce qu'est ce Meta Report. Donc le Meta Report, c'est une espèce de compte rendu donc de ce qu'est la méta actuellement sur les plus gros tournois joués sur BGA. Donc le principe, c'est qu'il y a pas mal de tournois qui se font en physique, mais malheureusement, on n'a pas la possibilité de capter correctement les données sur ces tournois physiques. Donc on se cantonne aux plus gros tournois qui sont joués sur la plateforme BGA. Donc il y en a 3 principaux, en tout cas sur ce début de set 2. Ce sont les AWOL, les Guide Bi-Weekly et les Accused Championship. Le Accused Championship, c'est une nouvelle ligue qui a été montée par la team Accused, justement, et qui remplace le championnat Go for Altered pour l'instant, qui n'a pas été reconduit. Donc grosso modo, ce sont tous des tournois qui sont joués en format suisse, très souvent 6 rounds, je crois. J'ai pas vu encore autre chose que du 6 rounds depuis le début du set 2, il me semble. Et voilà, donc l'idée derrière, c'est qu'on va proposer une espèce de tier list, donc qui est escalée évidemment, hein. C'est toujours sujet à débat de sortir des tier lists, surtout dans Altered, qui est un jeu qu'on a encore un petit peu de mal à décrypter sur la force des différents héros, même s'il y a quand même des petites tendances qui se dessinent, mais on essaye de dresser une tier list. Déjà pour vous guider un petit peu si vous connaissez pas du tout les puissances en présence, ou si vous voulez partir d'un nouveau deck, sur quoi vous orienter pour avoir plus de chances de remporter vos premières games, vos premiers petits tournois en local. Donc l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de matchs qui sont parfois pas joués parce que l'adversaire n'est pas présent, ou des buys. C'est des choses qu'on ne prend pas en compte, c'est-à-dire qu'on va pas surévaluer certains héros joués qui auraient plus bénéficié que d'autres de buys, en tout cas dans les comptabilisations de win rate, etc. Et pour la tier list, on va prendre en compte 4 éléments clés. Les 2 premiers, ce sont la conversion en top 16 et en top 8. Donc le pourcentage, en tout cas, de conversion de chaque héros pour accéder au top 8 et au top 16. On a aussi la popularité des héros qui est un petit peu prise en compte. Ça, c'est pour un petit peu équilibrer le fait que parfois, certains héros sont beaucoup joués, mais du coup, potentiellement, ils sont joués aussi par beaucoup de débutants. Et du coup, il faut les remonter un petit peu dans le classement, parce que le fait d'être beaucoup joués, parfois, ils peuvent s'entretuer, entre guillemets, dans les tournois. Et également, leur performance moyenne peut être baissée si ce sont des decks qui sont très faciles à prendre en main pour les débutants.
Donc voilà, ça permet de rééquilibrer un petit peu ce phénomène-là. Et le dernier point, c'est la performance en tournoi, en fonction de plusieurs choses. C'est un dernier petit score qui est calculé avec plusieurs autres critères. Donc le nombre de participants au tournoi, l'élo moyen au tournoi, donc ça qui est disponible sur BGA. Et enfin, on fait en sorte de valoriser les performances les plus précédentes. Donc là, ça va pas être trop impactant sur ce début de set parce qu'on est sur 2 semaines seulement, mais sur le set 1 par exemple, bah, les performances qui avaient eu lieu fin décembre étaient plus importantes que les performances qui avaient eu lieu début novembre, 2 mois avant. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'on essaye de prendre en compte dans la tier list. Donc les résultats les plus récents ont plus d'impact que les résultats les plus anciens. Donc voilà un petit peu pour la méthodologie de ce report. Maintenant, donc quelques statistiques sur le périmètre du report. On a eu 7 gros tournois qui ont été joués, 460 joueurs inscrits et 1200 matchs. Donc là, il faut savoir déjà que sur ce début de set 2, on a en moyenne des tournois qui sont beaucoup plus importants que sur le set 1. Donc c'est très cool parce que ça montre déjà qu'il y a, en tout cas, il y a une vraie hype autour de ce set 2, en tout cas sur le compétitif. Pour le coup, même les Alter Aces, pas mal de joueurs commencent à s'intéresser au tournoi BGA. Ça rentre même en compte dans notre course au point pour le team pro des Alter Aces. Donc voilà, vraiment, on sent qu'il y a une vraie scène compétitive qui est en train de se développer sur la plateforme BGA et que c'est le rendez-vous en tout cas pour aller tester ces decks contre des gros joueurs qui ont déjà fait leurs preuves sur ces différents tournois. Donc voilà, très très cool de voir que ça prend petit à petit et bravo en tout cas aux organisateurs de ces différents tournois donc, que j'ai cités avant, la Guy, la WOL et la QZ Championship, voilà. Et donc on enchaîne. Donc là tout de suite, on va passer au premier slide, donc la popularité des factions. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est une popularité des factions qui a beaucoup changé par rapport au set 1. En haut à droite, vous avez ce qu'était la répartition sur le dernier Meta Report, donc avant la sortie du set 2, en fin de set 1. Et déjà, on peut voir 2 gros changements. Le premier changement, c'est Izmir qui est devenu absolument prépondérant dans ce début de set 2. On verra par l'intermédiaire de quel héros ça s'est fait, mais en tout cas, on passe de 13% à 23% des joueurs qui jouent Izmir. Ordis qui est un petit peu en perte de vitesse. Alors là, excusez-moi, parce qu'on voit un petit plus 3,8%, mais c'est une erreur, c'est une coquille que j'ai pas enlevée. Donc ne le prenez pas en compte, mais non, il y a bien une réduction de 5 points, presque de la part d'Ordis dans les joueurs. Et surtout, il y a une faction qui s'est complètement cassé les dents sur ce début de set 2, c'est Axiom, qui est passé de 20% avec une tresse qui était omniprésente à 7% ici, même pas. Donc ça, c'est forcément une conséquence en tout cas du patch qu'on a eu avec le nerf du Havre qui était une carte clé pour les Trest et qui faisait que Trest était aussi haut en termes de popularité dans la méta. Et on aurait pu penser qu'avec tous les bons permanents qui étaient sortis, on allait notamment revoir des Sierra, peut-être un petit peu de Soubache, mais pour l'instant, tous les héros Axiom sont plutôt boudés et d'assez loin, malheureusement. Donc voilà, c'est un gros écueil pour l'instant pour la faction Axiom qui est très très peu jouée sur ce début de set 1. Après, on a des belles renaissances. On a Bravos du coup qui a profité aussi de cette absence d'Axiom qui passe de 8 à 17% des joueurs. Donc ça, c'est Kojo, enfin on va le voir, mais Kojo peut-être qui regagne un peu de vitesse. Aussi des nouveaux archétypes qui n'étaient pas possibles de jouer, des nouveaux héros. Je ne dirais pas des nouveaux héros parce qu'ils existaient déjà au set 1, mais ils étaient quasiment inexistants sur le set 1 qui vont apparaître au set 2. Des héros qui ont eu beaucoup de bonnes cartes, en tout cas Bravo, ça a vraiment eu beaucoup de bons ajouts et ça me paraît logique en tout cas de voir autant de joueurs sur Bravo, sachant que c'était une faction qui était déjà bien appréciée de pas mal de joueurs. Ensuite, on a Mouna qui est un petit peu plus joué, 2 points de plus en termes de population, et Lyra qui est un peu moins joué, 2 points et demi en moins. Ça, c'est un petit peu une surprise, on verra après sur la répartition des héros, mais je m'attendais à ce que un des héros qui était très peu joué au set 1 soit un petit peu plus joué, parce qu'il y avait quand même pas mal de renforts sur ce set 2, et pour l'instant, ça prend pas tant que ça. Donc voilà. En tout cas,
Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a Izmir et Hordis qui représentent quasiment la moitié du pool. Donc ça, c'est déjà quelque chose à prendre en compte lorsque vous allez faire vos premiers gros tournois. Là, il y a des gros tournois qui arrivent en physique. Voilà, a priori, on est sur une moitié des méta qui tournent autour de Izmir Hordis déjà. Donc là maintenant, on va voir en termes de popularité des héros, et finalement, cette espèce de petite moitié Hordis Izmir, elle s'explique principalement par Sigismar et Afanas. Donc Sigismar qui représente 18% des joueurs, Afanas qui représente 14%. Et derrière, on a trois héros qui sont aussi assez joués. Kojo, donc 11%, Teja 11% aussi, Fen 9%. Et derrière, on commence à être sur des héros qui sont un peu plus marginaux. Akesha, quand même, qui est joué par 6% des joueurs. Donc clairement, c'est un pourcentage qui est en forte hausse par rapport au 7-1. Gulrang aussi, qui a eu son lot de tests. Presque 5% des joueurs qui ont sorti du Gulrang, hein. C'est le deuxième héros Hordis. Bazirak à 4%, beaucoup joué. Donc après, il y a une tranche haute, donc ça, c'est un petit peu la poubelle, c'est les héros restants. On a de la Nevenka, de la Rin, Sierra et 13, donc 23 joueurs au total seulement de à la fois Sierra et 13, donc 3 et 2%, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que 50% des héros sont soit du Sigismar, du Afanas, du Kojo ou du Teja. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte sur votre choix de deck, en tout cas pour vos tournois. C'est que très certainement, sur 6-7 rondes, il faudra compter sur le fait de jouer contre un ou plusieurs, certainement plusieurs de ces quatre héros-là, avec potentiellement du Fen également dans le lot. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que là, les 5 premiers héros sont de 5 factions différentes, et la seule faction qui manque parmi ces 5 factions, en fait, c'est Axiom. C'est Axiom qui est le meilleur héros Axiom est joué par 3% des gens, même pas, donc c'est très 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 faible. Alors, ensuite, on passe à la présence en top 16 maintenant. Donc là, vous avez sur la gauche le même diagramme que je vous ai présenté juste avant avec la popularité des joueurs, et on a maintenant sur la droite le nombre de joueurs qui ont fait top 16. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on avait Sigismar qui était le héros le plus joué, mais ce n'est pas le héros qui est le plus représenté dans les top 16, c'est Afanas. Afanas, c'est 27 joueurs qui ont fait top 16, 24% de la population parmi les top 16. Ensuite, Sigismar vient deuxième, Teja vient troisième, Fen vient quatrième et Kojo vient cinquième. Donc ce qu'on note, c'est Afanas qui semble surperformer, Teja également qui surperforme. Il était quatrième en termes de popularité, il passe troisième, et sachant qu'il y avait 11% de Teja dans la population, et ça représente 15% des top 16. Donc en moyenne, on a Teja qui surperforme bien. Et j'ai pas précisé, mais à la fois Sigismar et Afanas surperforment également. On avait 18% de Sigismar pour 22% des tops, donc c'est déjà une très bonne surperformance, 6 points de plus. Et on a par contre Afanas qui explose complètement les compteurs, puisqu'on n'avait que 14% de joueurs Afanas, mais ça représente presque un quart des top 16. Donc là-dessus, Afanas semble vraiment en position de force sur la présence en top 16, et présente une très 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 bonne constance pour accéder au top. Et puis après, par contre, dans le sens inverse, Kojo semble semble sous-performer par rapport aux 4 autres decks. C'est quand même 10% des top 16, sachant que ça représente 11%, donc c'est pas si mal. Mais parmi les 5 decks, les 5 héros les plus joués, c'est potentiellement celui qui ne performe pas le mieux, en tout cas pour accéder au top 16. Et après, on est sur des héros plus marginaux. On a quand même Akesha qui ramène 6 joueurs en top 16. Trest, 4 joueurs. Donc ça, c'est quand même un bon élément. C'est qu'on n'avait que 10 joueurs de Trest, et finalement, il y a quand même 4 joueurs qui sont passés en top 16. Ça fait 40% des joueurs Trest. Donc c'est quand même intéressant. Et voilà, après,
On peut noter donc les héros qui arrivent quand même à mettre 2 ou un joueur. On a Hatsadi qui fait un top 16, Gulrang qui fait un top 16. Je crois que c'est le premier top 16 d'une Gulrang. Il aura fallu attendre enfin le 7-2 pour voir une Gulrang passer top 16. Donc ça c'est très intéressant. Et par contre Lindiway, Arjun et Waru qui ne ramènent pas de joueurs en top 16 sur cette première quinzaine. Si maintenant on s'intéresse aux stats sur le top 8, donc là on se rend compte que l'ordre est plus ou moins le même avec Afanas qui représente 16 joueurs dans le top 8, hein, donc 30% des top 8 sont des Afanas, avec ensuite 20% des joueurs qui sont du Sigismar et 18% qui sont du Teja, donc on a très clairement un trio de tête qui se détache avec Afanas, Sigismar et Teja. Afanas qui surperforme beaucoup, Teja qui surperforme beaucoup également, Sigismar pardon, qui surperforme un petit peu moins par rapport à sa part, en tout cas dans la population totale. Et ensuite, on a Kojo qui est un petit peu plus en retrait avec seulement 8 joueurs, mais qui surperforme toujours un petit peu. Et puis là, on arrive vers les decks qui ont assez peu de représentants, mais qui ont quand même le mérite d'être présents. En fait, on a quand même 5 joueurs dans le top 8, Akesha 3 joueurs, et puis là, une Trest, une Bazira et une Sierra qui ont réussi à se hisser dans le top 8 une fois. Et puis après, on a tous les héros qui malheureusement n'ont pas encore passé le cut du top 8 sur ces premiers tournois du 7-2. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut noter sur la présence top 8, et je ferai pas très long sur cette partie-là, c'est vraiment la puissance d'Afanas, en tout cas qui est très loin devant sur les top 8. Mais quand même, un trio Afanas, Sigismar, Teja qui prend beaucoup de place dans la méta, qui prend quasiment 70% de la population du top 8 sur ces 7 tournois. Euh, et voilà, si on prend Kojo en plus, on a quasiment la totalité de la population en termes de représentation des héros dans ces top 8. Alors, maintenant, on va revenir sur les tops de la semaine, tous les tournois qui ont eu lieu. Et donc là, forcément, vous allez retrouver un petit peu les différents héros que je vous ai présentés. Et on va faire les tournois dans l'ordre. Donc, premier tournoi qui a eu lieu, le 3 février, la WOL Season 2 Monday Kickoff, donc le lancement de la saison à WOL, sur en tout cas le tournoi du lundi, donc le tournoi pour les Européens. Et on a eu donc un premier top 1 qui était Taki Fire avec Afanas, un Kojo, top 2, Blood and Water, et enfin un autre Afanas qui a fait top 3, sur un tournoi donc de 113 joueurs, qui est le deuxième plus gros tournoi de la période. On a ensuite eu le Kellen Guys B-Weekly, donc c'est un tournoi qu'on connaissait déjà aussi de la saison 1. Et là, le constat était sans appel. On a eu 3 Afanas qui ont fait top 3, qui ont fait top 1, top 2, top 3. Donc 45 joueurs, plus petit échantillon, mais quand même, ça mérite d'être souligné que 3 Afanas prennent les 3 premières places du podium. Ensuite, le kick-off de la saison 2 à WOL, c'est cette fois côté américain. Donc il y a quelques Européens quand même qui se permettent de faire le tournoi, mais c'est un tournoi qui a lieu à 1h du matin le mercredi, entre le mercredi et le jeudi. Donc c'est pas évident de pouvoir y participer. Ou c'est peut-être du mardi au mercredi, je me rappelle plus. Mais en tout cas, là, cette fois, ce sont 2 Sigismar qui s'imposent. Ils n'avaient pas fait top 3 encore sur les premiers tournois. Là, c'est top 1 et top 2 pour Sigismar. Donc sur ce tournoi, 51 joueurs. Et Dobby de Lobby, qui avait fait top 1 au Kellen Guys B-Weekly, qui fait cette fois top 3 avec son Afanas à nouveau. Ensuite, l'Accused Championship Week, donc première édition du tournoi Accused. Donc c'est un petit tournoi encore, 27 joueurs. Et là, on a Sigismar en 1 et Afanas qui fait top 2 et top 3. Toujours pareil, de toute façon, on ne sera plus surpris de voir du Afanas. Ensuite, la deuxième édition donc, de la WOL du lundi pour les Européens, tournoi 124 joueurs. Donc là, on commence vraiment à être sur des tournois de grande envergure. Et là, c'est les premières surprises qui arrivent, puisque c'est un joueur français, donc génétique, avec sa Fen, qui fait top 1. Une très très grosse performance. Encore Dobby de Lobby qui fait top 2 avec son Afanas. Et top 3, un joueur à Alter 6. Donc je suis très content d'enfin voir des Alter 6, de pouvoir faire un peu de promo de nos joueurs sur ce Meta Report. Donc Gut45 qui fait top 3 avec son Sigismar. Donc c'était le leader du ladder BGA sur le mois de janvier,
qui confirme avec donc cette performance au gros tournoi de 124 joueurs avec son Sigismar. Ensuite, même chose, donc tournoi WOL du mercredi, 45 joueurs, et donc là, par contre, on commence à être sur des choses un petit peu plus originales, puisqu'on a Teja top 1, Kojo top 2, Teja top 3. Donc là, c'est d'un coup un revirement total sur la méta côté américain, c'est très étonnant. Et enfin, l'Accused Championship qui va venir un petit peu dans la même lignée que ce trend, en tout cas sur le tournoi du mercredi de la WOL, puisque c'est encore une Teja qui gagne. Akesha qui fait top 2, donc c'est une version, il me semble que Newbie Boy c'est une version zigzag qu'il a ramené avec Akesha, et top 3, encore une Teja, Eze Lopez qui avait déjà fait top 3, donc la veille sur le tournoi WOL. Donc voilà, finalement, on a quand même beaucoup d'Afanas qui sont représentés ici, pas mal de Sigismar, une Fen qui a fait une grosse performance, deux Kojo, et 4 Teja sur la fin de la période qui ont beaucoup perfait. Ça nous amène donc à cette tier list. Donc là, vous pouvez le voir, en S tier, donc on retrouve finalement les 3 héros qui ont fait beaucoup de bonnes performances et qui ont été les plus présents dans les top 8, notamment donc Afanas, Teja, Sigismar, avec notamment Teja, en tout cas l'algorithme tel que je l'ai construit pour l'établissement de cette tier list, faire sortir Teja devant Sigismar en termes de performance pure pour l'instant sur les tournois. Voilà, Teja en plus avec les derniers tournois où c'est elle qui allait chercher des top 1 et des top 3 notamment. Et ben voilà, a priori, Teja serait quand même assez performante. Et puis, en termes de surperformance par rapport à son taux de présence dans la méta, euh, je pense que c'est les éléments qui font qu'elle se situe peut-être un petit peu au-dessus de Sigismar. Mais de toute façon, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'on a clairement aujourd'hui un Afanas qui est, pour moi, seul en tête, en tout cas par rapport aux résultats qu'on a vus pour le moment. Et Teja et Sigismar qui sont des gros concurrents, qui sont capables d'aller embêter Afanas quand même sur des tops, parce que là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'est des decks qui sont capables d'aller chercher les top 8 sans trop de problèmes. Maintenant, une victoire en top 1, c'est différent. Si vous retrouvez Afanas contre Teja, Afanas contre Sigismar, Teja contre Sigismar, voilà, là, tout peut se passer sur un match en finale ou sur une table haute. Mais voilà, en tout cas, ces 3 decks-là sont très 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 bien établis dans la méta pour le moment. Ensuite, on arrive au tiers A, et là, on a des decks qui ont fait des très bonnes performances, mais soit pas assez de bonnes performances, soit pas assez, enfin, les performances n'étaient pas assez grosses, mais ils sont quand même là en challenger. Donc on a Fen qui a fait l'une des plus grosses performances de la période, en remportant donc le tournoi de 123 joueurs avec Génétique. Automatiquement, c'est un résultat qui lui permet d'aller chercher haut dans cette tier list. Pas assez parce que malheureusement, Fen ne nous a pas montré qu'elle était capable d'aller chercher aussi régulièrement que les 3 decks du dessus des top 8, notamment. Mais force est de constater que c'est un deck quand même qui a du potentiel, qui fait des tops sur des gros tournois, et qui est capable d'aller se hisser tout en haut avec en face des Afanas, des Teja, des Sigismar. Ensuite, on a Kojo qui a fait quelques bonnes performances aussi, qui fait régulièrement des top 8, en tout cas un petit peu plus en moyenne que sa présence dans la population des joueurs. Donc, il fait partie de la discussion sur ces matières. Akesha également, qui dans différentes versions tire assez bien son épingle du jeu. Donc, il y a des versions zigzag qui sont apparues, des versions fatigue avec le nouveau permanent, le Lilam, et également des versions Kadigir qui marchent plutôt bien. Alors attention avec les versions Kadigir, ne vous faites pas trop avoir, parce que typiquement, l'Akesha qui fait top 2, donc c'est un zigzag, mais il y a une autre Akesha qui fait Kadigir, je crois, qui était, je sais plus si c'était 8ème, qui fait top 8 en tout cas, je crois. Et typiquement, c'est des decks, voilà, ça peut dépendre aussi contre qui vous tombez. On sait qu'Akesha, c'est un très mauvais match-up, un très mauvais match-up contre Sigismar, et notamment le Kadigir, parce que vous avez beaucoup de mal à gérer son petit token, et mine de rien, ça met beaucoup de pression pour accélérer la game, quelque chose que vous n'aimez pas contre le Kadigir. Et typiquement, les joueurs qui ont top avec le Kadigir n'ont pas rencontré de Sigismar dans le tournoi. Donc
faites attention aussi quand vous voyez des stats comme ça, vous dites ok c'est bon, Kadigir c'est broken, mais on l'a vu, Sigismar est un deck qui est omniprésent dans la méta. Et si vous partez du principe que vous jouez un deck mais qui est quasiment injouable contre Sigismar, c'est un gros pari. Surtout quand vous voulez jouer potentiellement pour la gagne, vous savez que très certainement vous risquez de rencontrer des Sigismar si vous avancez au fur et à mesure dans la game, parce que ça représente une partie non négligeable des joueurs en top 16, en top 8. Donc voilà, ça, si vous voyez un petit peu les decks performer sur 39 cards notamment, faites attention au parcours qu'ont eu ces decks pendant le tournoi, parce que s'ils ont fait des bons résultats, mais qu'ils ont rencontré ni Dafanas, ni Teja, ni Sigismar, est-ce que c'est vraiment représentatif de ce qui risque de vous arriver en tournoi? C'est peut-être moins sûr. Donc voilà, il faut prendre des pincettes aussi avec les résultats que vous pouvez voir en one shot sur certains decks. Mais en tout cas, Akesha propose des bons résultats, peu importe l'archétype. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis Drest, enfin, qui mine de rien continue à être un A tiers pour le moment. Donc potentiellement, en plus là, il y a des archétypes qui commencent à tourner euh, avec l'Ouroboros où vous allez cycler à fond votre deck pour trouver des uniques un petit peu clés. Typiquement qui génèrent des scarabots lorsqu'une carte quitte votre réserve. Donc ça peut être très intéressant avec l'Ouroboros et tous les effets de défausse pour pouvoir ravitailler en boucle et générer en boucle des tokens. Donc voilà, potentiellement Trace qui a encore de l'avenir dans cette méta, mais qui pour l'instant n'a pas montré suffisamment pour être plus haut que le bas du tiers. Et enfin, bon après je vais aller un petit peu plus vite sur le B tiers et le C tiers, mais Syrah, Hatsadi, Bazira et Rin qui sont en B tiers, Hatsadi et Bazira avec tous les bons ajouts qu'il y a eu côté Bravos, on a quand même une recrudescence des joueurs sur ces deux personnages et on a quelques tops, enfin un top 8 je crois, qui a été fait par Bazira, Hatsadi qui rentre un petit peu plus régulièrement dans les top 16. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Sierra, mine de rien, qui reste bêtière, alors que peut jouer, et Axiom. Et Erin, après, pareil, avec tous les bons ajouts qu'il y a eu, Perséphone, la Taiga, etc. Voilà, il y a quand même de quoi faire quelque chose, mais pour l'instant, ça n'a pas encore trouvé ses déclises pour venir concurrencer le haut du panier. Et puis après, on a les decks qui sont beaucoup plus marginaux pour l'instant et qui sont à la fois peu joués ou ont des très mauvaises performances. Donc là, on a Orag, donc c'est le deck où moi je suis très surpris de le voir aussi bas, aussi peu joué et aussi peu performant, parce qu'il y a quand même eu de bons ajouts qui permettent d'être un petit peu plus régulier, en tout cas en jouant des personnages avec des statistiques à zéro, avec notamment le permanent qui permet d'équilibrer les stats. Donc ouais, je suis assez surpris, mais à voir si c'est juste une histoire de deck build, parce que justement c'est un héros qui a quasiment pas été deck build du 7-1, donc potentiellement il va falloir un petit peu de temps pour trouver ce héros, pour que ce héros trouve sa place et ses premières decklists dans la méta. Et sinon, un autre deck par contre qui a beaucoup dégringolé, c'est Nevenka, qui finalement a du mal à performer sur ce début de méta, alors il avait plutôt le vent en poupe, elle avait plutôt le vent en poupe sur la fin du 7-1 avec des bonnes performances. Mais là, pour l'instant, les performances ne sont pas au rendez-vous et finalement, beaucoup de gens boudent un peu Nevenka potentiellement pour jouer Fen ou d'autres héros, typiquement Bravos, qui ont eu beaucoup de support sur ce set 2. Maintenant, donc vous le savez peut-être, mais j'ai l'habitude de décerner des prix donc sur certaines catégories à la fin de mes différents meta reports. Donc pour mettre à l'honneur un petit peu les joueurs de la communauté. Et donc l'année dernière, enfin pardon, l'année dernière, n'importe quoi, mais si, en fait c'était l'année dernière, mais sur le dernier set, donc on avait donné trois awards. Le premier c'était le joueur de la enfin, le joueur de la période, la performance de la période, le deuxième award, et le troisième award, la surprise de la période. Donc là, en l'occurrence, on est sur un début de set, donc je ne vais pas parler de surprise, parce que tout est un peu à montrer, et la méta est en train de s'établir et va se stabiliser, et après on pourra parler de surprise. Par contre, on va désigner les deux awards, le joueur de la quinzaine et la performance de la quinzaine. Et donc là, le joueur de la quinzaine, c'est quelqu'un que j'ai nommé 3 fois dans le slide avec les résultats de tous les tournois. Donc c'est Dobby de Lobby.
donc qui est un joueur Afanas, et qui a fait quand même top 1 au Kellen Games Weekly de 45 joueurs, top 2 au tournoi 124 joueurs, et top 3 à un autre tournoi de 51 joueurs. Donc c'est des performances ultra solides, c'est une vraie constance dans les résultats. Et pour le coup, c'est une constance qui s'explique peut-être par la présence des triples vendangeurs. Évidemment, ce sont des cartes qui sont clés pour qu'Afanas puisse trouver une certaine constance dans son plan de jeu. Donc là, vous le voyez peut-être pas bien, mais je vais vous le redire. Ici, on a donc deux vendangeurs 1-1, donc avec des stats à 0-0-0 ou 0-0-1. Et ici, donc, si j'ai un boost au crépuscule, je retourne un spell de ma réserve dans ma main. Même chose sur le deuxième vendangeur, la différence, c'est il y en a un qui gagne ancré de la réserve et l'autre qui gagne ancré en effet flèche. Voilà, donc le combo ancré plus au crépuscule est extrêmement fort, car s'il n'est pas géré, c'est potentiellement un effet qui s'active 4 fois. En tout cas pour l'effet flèche, 4 fois, 3 fois pour l'effet réserve uniquement sur l'ancré. Et ici on a une 2-1, mais qui est grosso modo la même chose, ancré quand on la joue de la main, et au crépuscule, si on a un boost, renvoie une carte de la réserve dans la main. Voilà. Et donc par contre ici, c'est renvoie un spell de votre main, et ici c'est une carte. Même si très souvent c'est des spells qu'on va vouloir renvoyer. Donc voilà, forcément, c'est trois vendangeurs qui sont extrêmement forts et qui permettent vraiment au deck de tourner très facilement. Ensuite, si on regarde le pool de rares, on est sur un pool, en tout cas pour une grande partie des cartes assez classiques. 3 mages danseurs du Kaligir, 3 en rare, 3 mains tendues, 2 slips, 2 entraînements magiques rares, un entraînement à la méditation, donc il peut être intéressant pour ancrer les mages danseurs. Et après, il y a les petites subtilités de la liste. On a deux danseuses de l'âme Bravos et 2 Icebound Tundra. Donc il se trouve que Dobby de Lobby peut jouer ces 2 Icebound Tundra parce que il joue, en fait, ces Icebound Tundra sont liés au fait qu'il joue les danseuses Bravos parce que des stats à 0, mais qui sont finalement des fausses stats à 0, parce que quand vous le jouez, vous gagnez un boost, et derrière, vous allez le rebooster, il est aguerri, donc il va conserver ses boosts, etc. Donc finalement, c'est une fausse 0-0. Et ici, les Spindles qui ont tous des stats à 0, sauf en eau éventuellement, mais du coup, la plupart du temps, vous allez proc l'effet de l'Icebound Tundra, qui, je le rappelle, lorsque vous jouez un personnage dans une région et que le personnage que vous jouez a la stat correspondante à la région à 0, vous gagnez un compteur. Et donc, au bout de 3 compteurs, vous pouvez ramener un sort de votre réserve en main et proc un dragon 5-5-5. Voilà, donc c'est extrêmement fort en tout cas avec les cartes qu'il joue, et on a les Disciples Studio qui ont aussi une stat à 0, Pamola qui a une stat à 0. Voilà, on comprend un petit peu l'idée. Il y a quand même une petite dizaine de créatures qui peuvent proc cet Icebound Tundra, qui ne jouent qu'en 2 exemplaires, parce que voilà, il y a trop quand même de cartes importantes à jouer en rare pour jouer plus que ça, et c'est un game plan, je dirais pas alternatif, mais voilà, on n'est pas obligé de jouer cet Icebound Tundra pour faire tourner ce deck, mais ça peut être un plus en fonction des personnages qu'on a. Donc voilà, c'est une decklist quand même dans l'ensemble qui est plus ou moins connue. Voilà, il y a juste peut-être le petit ajout des Pamola qui a quand même une très bonne stat en herbe, et parfois son effet de réserve peut aussi être très intéressant, d'exhauster des cartes clés de l'adversaire. On a le Rime Frost ici, c'est un excellent après-vous qui peut également permettre d'épuiser l'adversaire ou de l'empêcher de jouer ses cartes clés. Et puis on a l'Icebound Tundra, et ce sont les seules cartes du set 2 que Dobby de Lobby joue actuellement, parce que voilà, le deck était déjà très solide en set 1, et finalement on a pris que le meilleur des cartes du set 2, même si je pense que cette Icebound Tundra n'est pas une des meilleures cartes en Afanas, ça marche très bien, mais c'est vrai que ça vous demande d'avoir des choses très spécifiques, ces trois spindles, les Bravos Blade Dancer. Mais voilà, c'est quand même une liste qui tourne très bien, donc à voir si cette carte fait l'unanimité au fur et à mesure. Mais voilà, en tout cas, bravo à lui pour ses performances et sa constance. Et donc on verra s'il continue de performer avec son Afanas. J'imagine qu'il va continuer à jouer Afanas avec des résultats comme ça sur la prochaine quinzaine.
Donc maintenant qu'on a passé le joueur de la quinzaine, on va passer à la performance de la quinzaine. Donc vous vous en doutez, on n'est pas allé chercher très loin. On a fait le plus gros tournoi, on a pris le vainqueur de ce plus gros tournoi, et c'est un joueur français, donc je vous le disais, membre de la team DSL, Génétique, donc qui a fait top 1 de la WOL saison 2, Monday Weekly 2. Ça commence à faire long quand même, c'est nom de tournoi, mais c'est pas grave. Donc 124 joueurs. Et donc lui qui nous a sorti une très belle performance avec Fen. C'est le seul. C'est la seule fois que Fen apparaît dans le top 3 d'un des tournois. Vous avez vu la liste tout à l'heure. Et c'est en partie cette performance qui fait que Fen arrive en A tiers. Je suis pas sûr qu'avec cette performance en moins, en tout cas, Fen soit aussi haut, serait potentiellement en bas du A tiers. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, bravo à lui pour cette grosse performance, hein, ce top 7. Ce serait presque aussi la surprise en vrai, quand on regarde un petit peu les résultats de la deuxième semaine. Ça pourrait, enfin, pardon, les résultats sur les 2 premières semaines, ça pourrait presque mériter aussi le titre de surprise de la semaine. En tout cas, donc là, pour la liste, on va voir un petit peu le pool de rares. On a 3 Oliveira rares, donc ça c'est assez classique. 3 entraînements magiques, donc là un peu de pioche et des après-vous. 2 Zoo, donc c'est quand même voilà, assez axé sur le pool de cartes Izmir. 2 disciples studieux rares, donc qui permettent de jouer de la réserve et de jouer un spell pour un de moins. Donc très clairement, on est sur une liste qui s'oriente avec pas mal d'après-vous, pas mal de card advantage. On a 3 Ouroboros Incaster. Un petit pas pour finir les games de temps en temps sur cette win condition. Qu'est-ce que j'ai oublié comme rare? On a une Alice rare, donc très bien statée, et qui permet aussi de faire des après-vous à nouveau. Et puis après, on a toutes les cartes un petit peu classiques et fortes chez un Fen. Donc les 3 martingales, 2 Acapella Training, 3 Hathor. Alors les Ouroboros Trickster, donc ça c'est pareil, je pense que c'est des bons après-vous pour un qui peuvent potentiellement être des 2-2-2. Les Anansi, évidemment, on va avoir tendance à surcharger la réserve avec Fen, donc on va en profiter un maximum pour faire des gros tons. De Twinkle Twinkle, de Closed Cocoon, de Tanuki pour gérer la réserve adverse. Et au niveau des uniques, on a donc le Flamel. À Dusk, vous pouvez récupérer un spell de votre réserve. Donc en plus un Flamel 3-3, donc excellent de pouvoir récupérer des sorts pour un Flamel à 3 de mana et qui s'active 2 fois en plus. On a la carte du set 2, le MacPeng Holder, donc 3-3-2 pour 3-3. Effet flèche, si vous avez 2 cartes ou plus dans votre réserve, piochez une carte. Donc là, cette fois, il n'est pas boosté, mais il crée du card advantage. Avec l'effet de réserve, vous pouvez ancrer une carte de coup de main 3 ou moins. Ici, le Kodama, donc une 3-2-3, donc pour 2-3. Effet flèche, je gagne endormi. Et at dusk, chaque personnage contrôlé par l'adversaire gagne fleeting. Donc là, hyper intéressant, on a une unique qui oriente un petit peu le jeu vers la fatigue de l'adversaire. Donc voilà, pour moi, c'est une decklist qui est complète, qui peut jouer beaucoup de plans de jeu différents, jouer le board avec beaucoup de grosses stats à Nancy, potentiellement générer beaucoup de CA avec la pioche, les aloe vera. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Ouroboros Incaster, l'unique MacPeng, la récupération de sorts avec le Flamel, mais qui peut aussi aller jouer sur le contrôle du sabotage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donner fleeting à l'adversaire. Franchement, je comprends que cette decklist ait fait un bon top parce qu'il y a plein d'arguments en fait. Si ça tombe plutôt bien, c'est une decklist qui peut avoir les réponses à peu près tout ce qu'elle va rencontrer. Donc franchement, bravo encore à Génétique. J'ai pas vu spécialement de game pour voir comment son deck tournait. Mais voilà, dans l'ensemble, franchement, c'est un deck qui est très bien construit, bien équilibré. Et je suis pas du tout étonné de voir qu'il a performé sans non plus, je pense, d'unique complètement broken. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est que c'est des uniques juste qui sont efficaces
et qui réalisent plutôt bien leur plan de jeu, mais c'est pas un plan de jeu bien défini. Chaque unique a un petit peu presque son propre plan de jeu, et donc c'est très cool. C'est très très cool. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter, en tout cas sur ce premier Meta Report du set 2. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette image-là pour vous faire parler. Donc n'hésitez pas, donc c'est la première fois que je vais poster ce style de vidéo sur YouTube. Donc déjà, j'espère en termes de format, ça ira, que la vidéo ne sera pas trop longue, qu'au niveau du son, enfin, et tout sera bien. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur la technique ou sur le contenu, surtout sur le contenu, évidemment. Voilà, si vous avez des remarques sur des bonnes decklists qui ont bien perfait, ou vous surprenez de voir que tel héros est pas du tout présent pour le moment, alors qu'il y a des bêtes de decklist qui tournent sur le ladder. Voilà, n'hésitez pas vraiment à partager un peu vos avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette tier list? Est-ce que vous pensez, vous, que Afanas, Teja et Sigismar méritent d'être S tier? Est-ce que c'est la même chose que vous voyez en boutique? Alors évidemment, cette tier list-là, elle est uniquement sur 7 tournois qui ont eu lieu sur BGA. Alors c'est des gros tournois, donc ça nous permet quand même d'avoir un petit peu plus d'échantillons. Mais voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ces premiers constats? De toute façon, ce sont des constats de 2 semaines, hein. Dans 2 semaines, potentiellement, on s'en reparle et puis c'est totalement différent avec les tournois physiques qu'on va avoir notamment. J'essaierai peut-être de vous faire des feedbacks sur les tournois physiques qu'il y aura eu d'ici là. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas à faire un maximum de commentaires. J'essaierai de tous les lire et tous y répondre en fonction de si vous êtes très, très assidu. Mais voilà, franchement, merci en tout cas si vous êtes allé au bout de cette vidéo. Et je vous retrouve très rapidement pour le prochain Meta Report. Donc, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, on verra, en fonction du nombre de tournois qu'on aura eu sur BGA pendant cette période-là. Mais attendez-vous en tout cas au même style de format sur la vidéo, dans le déroulé de nos slides. Après, il pourrait y avoir des petites analyses complémentaires sur un deck, sur un match-up, par exemple, le match-up Afanas versus Teja, qu'est-ce qu'on observe comme stats, ça peut être intéressant. Donc là, pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire sur YouTube. Et puis sinon, petite promo personnelle, vous pourrez me retrouver en stream sur la chaîne des Alter Aces tous les lundis. Donc je vais vous mettre les liens vers la chaîne et le Discord des Alter Aces en description. Et donc les lundis, on streamera le fameux tournoi WOL du lundi, où potentiellement il y a beaucoup de monde, ça va beaucoup se mettre sur la figure, en tout cas pour aller chercher des bonnes performances. Donc vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble, en tout cas en direct, ce style de tournoi. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!